Bonjour à tous. Alors, on a eu quelques petits soucis techniques juste à l'instant pour démarrer, mais a priori, il n'y a pas de problème. L'émission s'est bien enregistrée comme les fois précédentes. Donc, vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube. Bonjour Clara. Bonjour à tous. Bonjour. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 12e fois sur notre émission Génération Z et on va démarrer sur un événement qui s'est produit il y a une grosse semaine maintenant, qui était le Festival des influenceurs culinaires, où Ise et moi devions intervenir pour une conférence, pour un talk sur la cuisine de Mémé Monique, l'historique de la cuisine de Mémé Monique, c'est le site dont on s'occupe. Au passage, il y a eu plus de 2000 visiteurs hier dans la journée. Et également, on avait, là c'était tous les trois, un atelier sur les médias sociaux, la stratégie social média que les influenceurs de cuisine pouvaient entretenir. Et donc, on a eu des visites comme ça. Et moi, j'ai remarqué une première chose, c'est qu'on est encore, y compris dans ce monde justement des influenceurs, très monomédia. Alors que nous, avec la cuisine de Mémé Monique, c'est plutôt l'inverse, on est très cross-média. Et donc, je ne sais pas si tu as remarqué, toi, notamment pendant la conférence sur Instagram, les gens se repliaient sur ce qu'ils connaissaient, donc qui était Instagram. Ils avaient peur d'aller sur Snapchat, par exemple. Il y en a plusieurs, ils parlaient des Insta Stories. Non, ils préféraient Insta Stories à Snapchat parce que c'était plus simple, parce que ça avait déjà leur communauté sur Instagram plutôt que sur Snapchat, alors que sur Snapchat, ils devaient recréer complètement notre communauté. Et c'est pas les mêmes publics, selon moi, j'ai toujours dit, moi, qu'il fallait les deux, que c'est deux existences différentes. Et donc, en animant ce workshop, c'est Clara, à un moment, qui a le soin de vous raconter qu'elle a eu une surprise, parce qu'elle a eu un petit jeune de 17 ans, qui venait de Suisse, je crois. Ouais, c'est ça. Il avait mon âge, quoi. Oui. Et en fait, au final, de toute la journée, je pense que c'est celui qui se débrouillait le mieux. Il venait de lancer son truc de cuisine. Je sais pas, ça faisait peut-être 2 mois qu'il avait lancé le truc. Et en fait, au final, moi, j'avais pas beaucoup de conseils à lui donner, parce que naturellement, c'était bien, quoi. Enfin, il avait appliqué une bonne stratégie et il n'y avait rien à dire. Et qui était cross-canal pour l'occasion. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, on voulait revenir un petit peu sur ça, parce que c'est vrai que c'était peut-être symptomatique par rapport à ce qu'on fait. Même chose, c'est Clara qui a découvert ça d'ailleurs. C'est quelqu'un qui s'appelle, moi je vais le faire à la française, mais Clara corrigera derrière, c'est Charles Barr. Oui, c'est pareil. Ah, c'est pareil, ben voilà, j'ai de la chance, donc c'est Charles Barr. Alors, peux-tu nous parler de Charles Barr? Qui est cette personne? Alors, j'ai vu passer l'info sur Twitter, en fait. C'est un jeune de 15 ans qui est originaire d'Allemagne, de Hambourg plus précisément. Et du coup, la semaine dernière, il donnait une conférence sur la génération Z. Du coup, ça m'a un peu attiré. Je me suis demandé, tiens, c'est intéressant, enfin, voilà. Et en fait, ce cher Charles, il a une agence, comment on dit, une agence de presse? Une agence de presse. Ouais, une agence de presse de médias sociaux, voilà. Qui dit sur son site internet, il dit une agence de médias sociaux, et du coup il dit c'est pour la gestion des médias sociaux, de la production et du développement web. Voilà, et donc quand on parle de la jeune génération qui démarre très tôt, bien avant tout le monde, on a un exemple flagrant, puisque lui, effectivement, à 15 ans, alors je sais pas trop s'il arrête ses études, s'il continue, etc. On a regardé rapidement seulement, on n'a pas fait de recherche approfondie. Mais on aurait pu lui contacter même. Oui, on verra dans le futur par rapport à nous, pourquoi pas le contacter, puisque tu peux échanger avec lui en allemand. Pour voir un petit peu ce qui en est. Alors, maintenant, on va s'attaquer. Bon, cette semaine, on aura beaucoup de liens à passer en vue. D'ailleurs, pourquoi vous rigolez? Je sais que vous avez ronchonné en disant « Ah, t'as vu le nombre de liens qu'on a à faire ?» Mais à mon sens, il y avait beaucoup de liens, mais peu de... Pas comme il y a 15 jours, il y avait un gros lien qui nous embêtait beaucoup. On avait beaucoup de choses à faire. Donc moi, le premier que j'ai repéré, et je vous avais même dit, si vous ne trouvez pas de truc dessus, c'est pas grave, c'était simplement le chiffre qui était donné. 98% de la génération Z a son propre smartphone. Et c'est un site indien qui donne l'information, donc le côté aussi international, hein, que c'est pas simplement les États-Unis, c'est pas simplement l'Europe, c'est en Inde. Et donc c'est énorme, en fait, on se dit, c'est pratiquement 100% des générations Z qui possèdent un smartphone et qui l'utilisent et qui sont leur propre smartphone. Ce qui était donné, c'est un utilisateur sur 4 utilise la commande vocale dans ses smartphones. Donc en fait, c'est un quart de ces jeunes
qui utilisent déjà la commande vocale. Donc, on verra tout à l'heure, parce qu'on a des problèmes sur un sondage qui a été fait sur l'écriture, qui me laisse un peu dubitatif sur la notion d'écriture. Mais là, on a un quart de la population des jeunes n'utilise plus l'écriture, elle parle. Et donc, c'est l'une de vous deux qui a réagi sur ça, je pense que c'est Clara. Tu veux rajouter quoi, toi, par rapport à ça? Ah non, c'était juste pour confirmer. Enfin, moi, je sais que personnellement, je l'utilise parfois, mais j'ai aussi des gens dans mon entourage, des gens de mon âge, qui utilisent la commande vocale, quoi. Alors, le temps que tu as la parole, justement, c'est bien parce qu'en discutant, parce que, si vous voulez, on prépare l'émission, mais on discute régulièrement à la maison de la génération Z, tu me disais, on parlait d'utilisation de différents réseaux, et tu me disais, oui, on est même capable de commencer une discussion sur un réseau et de commencer une deuxième discussion sur un deuxième réseau et de continuer les deux en parallèle. Ouais. Alors, c'est pas si fréquent, il y avait quelqu'un d'autre qui était avec toi, une autre génération Z, qui disait oui, tout à fait. En fait, par exemple, on va envoyer des messages en mode je sais pas, par e-message, si l'autre personne en face de nous elle a un smartphone, sinon par WhatsApp, on va envoyer une photo en disant tiens, est-ce que tu as réussi telle question, machin. Et après en parallèle, on va aller voir sur Snapchat, la story d'une personne sur Snapchat, et on va voir qu'en fait, je sais pas, cette personne elle est en train de visiter Bruxelles, Paris, peu importe. Du coup, on va lui demander en même temps, t'es en train de faire quoi? Et du coup, on engage deux discussions différentes dans deux réseaux différents selon le sujet. On va encore vous reprocher de pas être concentré sur un seul sujet. Ouais, mais bon. On est concentré sur les deux sujets au final. Ok, c'était pour t'embêter un petit peu. Maintenant, un article de Business Insider. Je te laisse dire le titre, Clara. These are the retail innovations Gen Z craves. Ok, alors première réaction que vous avez eue, la réalité augmentée et virtuelle dans les magasins. Waouh, c'est grave cool. Non, mais c'est vrai, c'est stylé. Enfin, genre t'es en magasin et là tu prends ton smartphone et tu fais réalité augmentée. Moi je trouve que c'est génial. Moi j'adore. De toute manière, tu rajoutes après que t'aimes bien toutes les choses qui permettent de simplifier la vie en magasin. Ouais, moi j'aime pas passer du temps en magasin. Enfin, je suis un peu le genre de personne qui aime pas trop faire les boutiques. Et du coup, en général, je regarde en ligne avant d'acheter. En gros, je prépare tous mes trucs que je vais acheter en ligne. Et après, je vais juste voir en magasin pour vérifier que le tissu est bien comme je veux, pour vérifier que c'est conforme à mes attentes. C'est ce que je t'avais noté. Oui, c'est ce que tu avais noté juste après, toi. Et justement, alors toi qui es accro au magasin, accro aux achats, on va dire. Ouais, parce que t'es plus accro au magasin, en réalité. Non, j'ai pas. C'est justement l'inverse de ce qu'on a vu il y a 15 jours. Il y avait un truc qui était dit que les jeunes allaient dans les magasins, et vous êtes deux exemples très significatifs par rapport à ça. Non, en fait, moi je vais au magasin simplement pour retirer mon colis et pour pouvoir tester avec les cabines d'essayage avant de le rapporter à la maison. Comme ça m'évite de devoir retourner à la poste, etc. Si je le fais livrer directement à la maison, puis ça coûte moins cher aussi de le faire livrer en magasin, c'est souvent gratuit. Et tu es même capable de refuser toute la commande qui est arrivée en magasin. Moi, ça me pose aucun problème. Ok. Alors, même chose par rapport à cet article-là, vous dites que oui, c'est normal de comparer les prix, et notamment de comparer les prix en ligne par rapport à ceux du magasin. Alors, je sais que c'est une chose fréquente qu'on fait, nous, dans beaucoup de magasins, qu'on compare le prix qui est affiché dans le magasin pour se dire sur Internet ça coûte combien et pour la même qualité. Parce que parfois en fait sur Internet ils vendent moins cher et en magasin ils vendent plus cher. Du coup après on va voir le vendeur, on fait c'est pas normal ça. Normalement c'est le même prix partout hein. Et toi tu rajoutais les œufs, alors un truc que j'ai pas tout compris, qu'il fallait surveiller les horaires d'ouverture quand on fait une livraison en magasin. Bah ouais. Mais explique-toi parce que j'ai pas compris, je crois que Clara non plus. Arrête de te moquer de moi. Bah non, c'est vrai, si tu veux te faire livrer, faut que tu saches à quelle heure ton magasin il est ouvert. D'accord. C'est ça. Donc, il faut que le magasin mette ses heures d'ouverture, sinon ça marche pas. Mais oui, sur Google, le truc Google là qui te dit les horaires, moi j'aime bien. Tu tapes le nom du magasin, tu fais genre, je sais pas, on s'en fout, on fait la Redoute Lille, je sais pas, il y a des magasins, non, il n'y a pas de merde, mauvais exemple. Je sais pas, Decathlon Campus Villeneuve d'Ascq, voilà, moi je connais ça. Et le magasin préféré de Clara. Ça affiche les horaires, genre avec les trucs d'affluence. J'aime bien voir les trucs d'affluence, moi, ça, c'est bien. parce que comme ça, je vois où il y a moins de monde. Je sais qu'il y aura plutôt un vendeur qui sera prêt pour moi, comme ça. Ouais, pareil. Ouais, non, c'est vrai, c'est important parce que quand tu vas rechercher un colis ou quoi que ce soit,
Comme ça, tu sais quand est-ce qu'il faut que tu y ailles. Ouais, t'es servi rapidement et tout. Ok. Autre lien qu'on a trouvé, ça s'appelle « Les compétences numériques ne s'improvisent pas ». Alors, je vois qu'il y a une réaction globale. On taira le nom du site pour l'instant, mais si vous retapez, vous allez vite le trouver. Mais toi, tu as trouvé que c'était un peu trop pintello. Tu as dit que c'est presque un texte universitaire. Ouais, bah enfin, c'est ce que je t'ai dit. Hein, ils mettent plein de mots compliqués et au final, ils disent pas grand-chose. Enfin, c'est beaucoup de blabla pour dire du blabla. Alors, par je sais pas, moi il y a plein de mots, j'étais là, mais pourquoi ils disent tel mot? Enfin, tu peux écrire ta phrase beaucoup plus simplement, que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse comprendre. Mais non, d'accord. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas qui a écrit l'article réellement et j'ai plus le lien sous les yeux, donc je ne peux pas aller vous dire quel type de revue c'était, enfin de quel type de site c'était. Mais par contre, j'avais quand même, malgré tout, trouvé des choses dedans qui, moi, m'interpellent. C'est la formation des enseignants du secondaire comme du supérieur, qui doit il faut que les enseignants se forment en réalité. C'est moi. C'est toi? Bah ouais. Ah oui, bah faut qu'ils se forment à Internet, aux ordinateurs, Pourquoi pour l'instant ils y sont pas? Bah en tout cas ils savent pas s'en servir. Des vraies formations. Enfin ils ont des formations, mais je sais pas ce qu'ils font dans leurs formations, mais ils font pas grand chose. Hein. C'est-à-dire? Bah ils savent même pas ouvrir un ordinateur pour certains. Oui, il y en a qui savent pas utiliser Google. En gros, moi je trouve que c'est débile. On nous dit, en gros, les jeunes, vous savez pas utiliser un moteur de recherche ou quoi, mais les profs savent même moins bien le faire que nous. Les profs savent pas utiliser un moteur de recherche. Les profs vont noter leurs questions en entier dans le moteur de recherche. Ils vont pas chercher par mots-clés. Ils font pas de recherche comme ça. C'est ce qu'on a eu comme écho il y a une grosse semaine aussi, puisqu'on était une intervention auprès des enseignants qui interviennent dans les hôpitaux avec les jeunes qui sont malades. Et il y a quelqu'un qui nous a apostrophé un peu en fin de conférence en disant oui, mais il faudrait peut-être qu'on explique aux jeunes comment on fait une recherche dans Internet, ils sont pas capables de la faire. Et moi, mon point de vue était, mais vous n'êtes pas plus capable de la faire vous que les jeunes. C'est-à-dire que tout dépend du niveau d'exigence qu'on met par rapport à ça. Moi, je sais que j'étais dans un UFR de sciences de l'information. Je ne vais pas utiliser les moteurs de recherche de la même manière que Clara va l'utiliser, que Ise va l'utiliser, qu'un prof va l'utiliser. Donc, qui détient la vérité par rapport à ça, c'est compliqué. Et effectivement, je connais beaucoup d'exemples d'enseignants qui ne savent pas effectuer une recherche, même très basique, quoi, même simplement avec des plus, des moins, ils ne savent même pas que ça existe. Donc je les vois mal aller, eux, expliquer, et eux, avoir la bonne parole par rapport aux autres. Et il n'y a pas d'enseignants spécialisés dans l'éducation nationale actuellement qui permettent de dire je suis capable d'enseigner ou j'ai la formation pour enseigner. Et même les associations qui sont reliées par rapport à l'éducation nationale, parfois, il y a quelques soucis. Le deuxième point qu'il y avait, mis à part sur la formation justement de ces enseignants, c'est est-ce qu'il faut forcément savoir coder pour être compétent au niveau numérique? Ça c'est un gros débat qui existe depuis longtemps, c'est est-il nécessaire de coder ou pas? J'en ai jamais parlé pratiquement à la maison et Clara avait un point de vue sur ça. Bah non, en fait en gros dans l'article ils expliquaient que pour maîtriser le numérique il y a 3 piliers et je crois qu'ils disaient qu'il fallait maîtriser 2 des 3 piliers au minimum. Et du coup, ils donnaient des noms compliqués. Il y avait le premier pilier, du coup, c'était infodata. C'était coder, designer et participer. Le deuxième pilier, c'était infomédia, c'est-à-dire écrire, publier et diffuser. Et le troisième pilier, c'était infodoc, soit chercher, vérifier et naviguer. Et moi, je trouve que les 2 derniers piliers, infomédia et infodoc, je les trouve quand même... personnellement, je trouve qu'ils sont plus importants que coder. En tant que tel, coder... c'est une partie du web, mais t'as pas forcément besoin de maîtriser le codage pour maîtriser le numérique. Enfin, je sais pas. Après, je sais qu'il y a des points de vue qui divergent sur le sujet. Il y a des gens qui vont dire il faut absolument savoir coder pour maîtriser les outils numériques, mais ça dépend de ce que tu veux faire dans le numérique, c'est ça aussi. Voilà. Je sais que moi je suis obligée de savoir un tout petit peu coder du HTML pour tenir un blog, mais après il y a plein de gens qui tiennent des blogs qui savent même pas faire du HTML. Enfin, il y a plein de gens qui vont même pas voir sur WordPress, on a la partie, tu sais, où t'as le texte et l'autre partie où t'as le code. Et il y a plein de gens qui vont jamais voir le code, ils comprennent rien. Mais c'est même pas ce code-là qu'on parle, c'est du code de programmation. Ouais, du code de programmation, type Python, machin. Oui.
Mais c'est vrai que c'est une querelle depuis longtemps. C'est vrai que je précisais que j'en avais jamais parlé avec toi. Bon, il faut savoir aussi que tu te destines à devenir journaliste et donc tu considères que savoir faire de la programmation comme ça, c'est peut-être pas utile, même si tu es au courant qu'il y a de journalisme, etc., que tu peux faire des choses avec, mais ce sera plus du JavaScript ou des choses Mais comme ouais, ça. mais en plus, on sait même pas comment ça va évoluer. Enfin, tu vois, tu développes avec les mêmes outils ou pas? Non, pour smartphone, tu développes pas avec les mêmes outils? Si? C'est les mêmes langages de programmation oui, ou pas à la base? Je C'est pense. les mêmes, mais Je pense parce que je sais justement, pas, moi je ne connais pas je dedans. suis l'un des cas justement qui, même si j'en ai fait un petit peu de programmation, etc. au début, je m'en suis très vite éloigné et pour moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Alors même si je comprends qu'il peut y avoir des dangers de ne pas savoir l'utiliser, mais je fais souvent la comparaison avec une voiture. La plupart des gens conduisent une voiture, mais sont incapables de comprendre comment fonctionne le moteur. Et ils ne sauraient pas le réparer. Bah, et c'est vrai, c'est un peu la même chose avec le numérique. On a des outils, on fait confiance aux outils. Pour moi, je dis que les hackers et tout sont très très importants parce que c'est eux qui sauvegardent un petit peu notre liberté à ce niveau-là. Et c'est un deal, en quelque sorte, qu'on a avec tous ces gens-là, tout cet ensemble, qui fait que moi je fais confiance, tout le monde ne fait pas confiance, mais je peux le comprendre. Bah, moi aussi je peux le comprendre, hein, mais c'était juste pour soulever le point. Oui, mais c'est bien. C'est un parti pris en anglais dans l'article dès le départ. Ok, autre article qu'on a repéré. Alors vas-y Clara, c'est de l'anglais, hein, je te laisse parler. Rules for social media created by kids. Qui veut dire Bah, les règles des médias sociaux créés par les enfants. Voilà. Alors, le premier point, non c'est bon, il fallait que je le relise pour revoir. Le premier point, c'est ok pour publier des photos lorsqu'on participe à un événement amusant, mais il ne en faut pas trop. Et alors il y a l'une de vous deux qui a dit c'est lourd après une ou deux, une ou trois, pardon. Comme ils disent dans l'article, c'est largement suffisant, quoi. Enfin, en gros, quand t'as une soirée avec tes potes et que il y a des gens, ils publient 1, 2 photos, 3 photos, ça va. Et t'as ceux qui bombardent de photos, mais tu t'en fous. Enfin, En fait, concrètement, ça a plus d'importance. c'est lassant. Tu vois, Mais après, jusqu'à ça 3 dépend- photos, ça va. Mais ça dépend dans quel réseau. Genre, si... Non, Instagram là. Ah, c'était C'était Instagram. Instagram. Ok. Non, parce que j'en ai T'as pas vu l'article? Mais si, j'ai vu l'article. Mais non, mais je veux dire, si c'est dans Snapchat, 3 snaps, ça va encore. Ah ouais, non, mais Largement. ça dépend. Ouais, C'est mais ça, dépend. c'est ça que je voulais mettre en parallèle. Oui, mais c'est vrai que par exemple, on était invités, Ise et moi, à une soirée dégustation, enfin un atelier, Rougier. on va dire officiellement, atelier culinaire. rougier culinaire sur les foie gras. Et Ise disait oui, mais il faut pas publier trop de photos quand même, Ouais. parce que justement, on risque de lasser les gens Mais c'est au vrai, cours de la soirée. les blogueurs qui sont là, mais à te balancer une story que tu prends 10 minutes à regarder, il n'y a plus d'intérêt. Hein. Moi, je la passe. Ouais, bah pareil. Moi, je Tout la le regarde monde la pas. passe. Moi, je la regarde pas. Au fur et à mesure, c'est casse-pied. Après, il y a les grands fans qui vont tout regarder, mais en vrai, tu prends pas 10 minutes, t'as pas 10 minutes de ton temps à regarder la vie Ouais. de quelqu'un, quoi. Ah ouais. Après, c'est une fois pour un événement particulier, oui, pourquoi pas. Non, mais hein. s'il y a vraiment un gros truc, je vais regarder, tu vois, mais. Non, En général, mais ceux qui font ça tous les jours, c'est casse-pied. Alors, deuxième règle que vous avez mis en exergue, c'est il faut surtout pas mentir. Ce que moi j'appelais dans le passé soyez transparent, que j'ai transformé maintenant en parler vrai. Pourquoi? Parce que peut y avoir des problèmes sur des images qui ressortent après. Ou... Non, mais c'était pas ça. Ah, je sais En pas, fait, c'est ce que non, tu mais m'as c'est remis, pas en ça. plus. Mais non, t'as pas tout compris. En fait, le truc, c'est ce qu'il disait dans l'article, c'est qu'en fait, en gros, il demandait à des jeunes, il posait des questions à des jeunes de notre âge, et les jeunes ont dit, bah oui, quand j'ai un ami ou une amie, peu importe, qui me demande est-ce qu'on peut aller faire un truc à deux tout à l'heure, bah au lieu de dire, de prendre une excuse bidon comme ah bah non, j'ai des devoirs, être honnête et dire bah non, en fait j'ai déjà autre chose de prévu, je suis déjà invité par un tel à une soirée ou quoi, et du coup c'est pas possible, enfin je peux pas faire le truc avec toi, et parce qu'en fait au final, si l'autre personne elle va voir des photos dans Snap ou quoi quand on fait pas nos devoirs et qu'on est à la soirée de l'autre personne, bah en fait ça le fait 10 fois moins que d'avoir été franc dès le départ, quoi. Ouais. Je sais pas si t'as Ah ouais, compris. Si, Je sais pas si c'est j'ai clair. compris. Si, c'était clair. Et le dernier point, c'est que tu reprends un truc que je dis souvent, c'est que vous avez une stratégie innée. Tu dis on ne se rend pas vraiment compte de notre stratégie, mais c'est vrai qu'on modère.
nous sommes très conscients de ce que nous publions. Alors ça, si je parle pour toi, c'est vrai qu'il y a peut-être personnes où c'est un peu moins vrai, mais dans l'ensemble, je dirais dans la moyenne, je pense que vous êtes à peu près conscients. Les gens, ils publient pas. Je sais qu'il y en a qui vont mettre des trucs avec de l'alcool ou quoi, ils vont les mettre dans Snapchat parce qu'ils ont des comptes Snapchat privés que les parents ne voient pas, mais que dans les profils publics, ils publient jamais ça. Enfin, ils sont conscients de qui peut voir leur profil et du coup, ils modèrent aussi selon ça, quoi. Ouais. Oui, donc il y a une très grande modération, contrairement à ce qu'on penserait. Parce que même quand tu vois les gens qui publient une photo, qui doivent sélectionner entre 50 photos la bonne photo. Oui, je suis d'accord, mais il y a un bruit qui court dans les conférences, par exemple, quand j'ai des enseignants qui me disent oui, les jeunes publient tout et n'importe quoi. Donc toi, tu dis la majorité des jeunes ne publient pas tout et n'importe quoi, ou ils le publient de façon réfléchie. Bah ouais. C'est ce que tu dis, donc c'est en opposition par rapport à ce que disent beaucoup de gens, si tu veux. C'est pour ça que je voulais t'insister sur ça. Alors, moi, l'article le plus intéressant qui est sorti, à mon sens, enfin, il y en a un deuxième après, mais qui est sorti aujourd'hui, le deuxième, mais le premier, c'est un sondage sur la génération Z et sa communication. Le site qui a sorti ça, c'est Diplomeo. C'est donc un site sur l'enseignement. Et j'ai quelques soucis avec certaines informations qui sont dedans. Déjà, son titre, les jeunes, pas si réseaux sociaux que ça. Moi, ça me laisse dubitatif. Ils ont fait une faute. Parce que Snapchat est décrit tout de suite comme l'outil de la génération Z. Bah ouais. En fait, il y a une contradiction dès le départ. Il y a une contradiction dès le départ, je suis assez d'accord avec vous. Alors toi, tu as remarqué tout de suite en disant oui, c'est 3708 jeunes, mais ce n'est pas très clair. Quelle est vraiment la population, l'âge, le niveau social des personnes qui sont interrogées? Parce qu'effectivement, on peut se poser des questions. Et moi, je dirais plus loin, je dirais que j'ai un problème sur la formulation des questions. Je ne les ai pas eues, les questions qui étaient posées. Et je donne un exemple tout de suite, sur lesquels vous avez réagi d'ailleurs. C'est 68% des Z interrogés utilisent très souvent le texte pour communiquer avec leurs amis. Alors moi, ça m'a complètement bluffé en me disant, mais attends, le texte avec leurs amis, ils l'utilisent quand et où? Il faut savoir que dans ça, ils ont mis Snapchat, troisième outil dans lequel on publie du texte. Donc, dans Snapchat, troisième outil pour publier du texte, c'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est, si on vous pose la question, est-ce que vous écrivez encore des textos, des SMS, etc., ou dans des outils, vous allez dire oui. Quelle est la quantité de texte que vous allez mettre? 3 mots. Et plein de smileys. Ça dépend, après. Non, mais après, si on doit expliquer... après, en fait, si on explique un truc long, on va envoyer un message audio parce que la flemme de tout noter, quoi. On est d'accord. Et même, moi j'irais plus loin parce que après, parfois tu fais des textes longs quand tu ne peux pas envoyer un message vocal. Ça dépend. Tu fais un truc long, mais sinon tu vas pas faire travail non plus. Hein. Et de toute manière, effectivement, c'est ce que je disais. Je disais que j'en discutais ce midi avec quelqu'un pour une autre émission qu'on doit faire vendredi pour la FEN, c'est l'association de spécialistes de formation en entreprise. Et en discutant, je disais oui, mais de toute manière, même ces textes, est-ce qu'ils les écrivent encore? Parce qu'il y a des textes que nous-mêmes on dicte directement, on fait pas de longues phrases. Alors oui, c'est du texte au final. Ça entraîne qu'il faut qu'on mette la grammaire, plein de choses comme ça, mais on fait plus de texte à proprement parler. Et donc c'est bien, moi c'est le premier souci que j'avais. Et de toute manière, vous avez mis texte préféré à l'image par l'interrogation, c'est étonnant, parce que généralement on dit l'inverse. Et qu'est-ce que le texte? On y revient sur ça. Moi je mets aussi donc en dimension le côté qui a fait cette étude. C'est un peu comme IBM qui a fait son étude sur les jeunes vont dans les boutiques. Je suis désolé, ils vendaient un truc en même temps. Là je vais pas aller voir plus loin. Je dis pas que le site en question a fait une étude comme ça qui l'arrangeait pour eux, mais ça me surprend toujours. Vous avez rajouté, accorde peut-être à l'image une plus grande importance que leurs prédécesseurs. C'est ISE ou accorde peut-être à l'image une plus grande importance que leurs prédécesseurs. C'est toi qui... Je sais pas, t'en penses quoi? Mais ouais, c'est... en fait, on est plus facilement sur les réseaux, genre Snapchat, sur les réseaux d'images, quoi. Tous les derniers outils, de toute manière, sont des réseaux d'images au point de départ. C'est ça.
genre, t'as pas un outil comme Twitter qui vient de sortir là demain, quoi. Enfin, c'est pas des réseaux réellement. Et encore, Twitter, c'est 140 caractères, donc ça vous arrange parce que vous en mettez pas beaucoup. Ouais, mais même, regarde, enfin, tous les derniers réseaux sociaux qui sont entre guillemets à la mode ou qui sont sortis, c'est absolument pas du texte, c'est vraiment de la vidéo ou de la photo ou enfin, de l'image, quoi. Alors, même chose au niveau de l'étude, ils disent que le SMS s'en aisément sur les applications. Et donc, effectivement, c'est parce qu'en France, le SMS c'est gratuit avant tout. Si on va, ne serait-ce qu'en Allemagne, c'est WhatsApp qui est largement devant. Mais ça, c'est rigolo, hein, parce que dans un article juste après que tu avais envoyé, avec des jeunes de 10 à 13 ans, en fait, il y avait une vidéo, moi j'ai regardé l'une des 2 vidéos aussi, et en fait, il y avait une des vidéos où il y a une petite fille qui fait « Ah, mais en fait, moi, l'application message sur mon téléphone, j'utilise pas. J'utilise que pour mes parents parce qu'ils ont pas WhatsApp. » Oui, mais voilà. Et c'était vraiment ça. Et mais donc, on va faire la liaison justement avec ce qui est après, mais c'est vrai que cette notion d'envoyer des messages SMS, c'est parce que ça coûte rien. Ça ne coûte rien, donc on y passe facilement. Et puis c'est parce que genre SMS encore, c'est quand c'est quelqu'un qui n'a pas un iPhone, parce que quand c'est quelqu'un qui a un iPhone, tu l'envoies par des messages. Donc voilà. Moi, il y a très peu de gens à qui j'envoie des SMS au final. Et c'est SMS de manière générale, à mon avis, qu'ils ont dû évoquer. Mais c'est bientôt le problème du problème de cette enquête. C'est-à-dire que tu as des trucs qui sont flous et on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Même chose, ça reporte à ce quand tu étais toi 3 mois en Allemagne, tu utilisais les e-messages, donc l'équivalent des SMS, tu utilisais Snapchat et Messenger. De Facebook. Et en fait, tu avais des raisons pourquoi tu utilisais l'un ou l'autre. Ouais, mais ça, c'était avec vous, parce qu'avec les autres gens, il y avait des gens avec qui j'utilisais WhatsApp. Oui, mais tu avais d'autres personnes avec WhatsApp. Mais bon, c'était pour montrer un peu justement la diversité qu'il peut y avoir. Quand on emploie le terme SMS, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Non, mais maintenant, ça s'est encore diversifié. Hein. Moi, je discute avec certaines personnes dans Instagram en plus. Enfin, tu discutes partout. Mais après, et toujours, alors quand on dit discuter, c'est pas seulement justement à mon avis des textes, ou alors ça peut être un ou deux trucs. Moi je sais que dans Instagram il y a beaucoup de smileys qui passent ou alors des mots merci. Non mais moi je parle d'une vraie discussion. Dans les messages, tu envoies un message à quelqu'un dans Instagram. Tu peux avoir des vraies discussions aussi, oui. Ou poser des questions. Et par contre, c'est eux qui disaient, c'est pas beaucoup. Le chiffre qui était donné, qui disait que seulement 21% des jeunes ont déjà considéré une publication de leurs parents gênante. Moi, j'ai jamais considéré une publication gênante. Ouais, mais ça dépend de ce que t'appelles gênant. Genre, si maman. T'aimes pas si je mettais un commentaire et des fois tu m'engueules en disant. T'es pas obligé de mettre. Mais non, mais tes commentaires, c'est on peut pas partager ta photo, elle est pas publique. C'est un truc gênant. C'est pas gênant, c'est chiant. Mais c'est la même chose, c'est la même chose, Clara. C'est ça, moi je trouve que ça fait pas énorme, ça fait genre 2 personnes sur 10, quoi. Mais j'en fais pas beaucoup non plus, des choses comme ça. 2 personnes sur... Ouais, c'est ça. Si, 2 sur 5, j'étais sur 1 sur 5. Oui, 1 sur 5 ou 2 sur 10. Mais je trouve pas ça énorme, franchement, par rapport aux mêmes gens autour de nous et tout. Et ce qui par contre est plus paradoxal et dont on a beaucoup parlé, c'est que vous utilisez généralement la communication dans Facebook pour faire le lien avec les parents. Mais ça c'est vrai. En fait, les parents sont en général... Nous on a un mauvais exemple à la maison, hein, mais... Non, mais en général, les parents sont dans Facebook, du coup tu discutes avec les parents dans Facebook. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe aux usages des 10-13 ans tout de suite ? Pour faire la liaison avec celui que tu avais ? Parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Moi j'ai bien celui-là. Ça t'aimait bien, allez, on fait celui-là. Voilà. Les usages alors l'article c'est les usages des 10-13 ans, c'est clandestin du web social. Alors moi j'ai beaucoup aimé le titre parce qu'effectivement on pose souvent des questions sur ces fameux jeunes qui n'ont pas encore 13 ans, qui ne sont pas encore censés être dans Facebook notamment. Les 3 outils qu'ils utilisent apparemment c'est Snapchat, Instagram et un autre que vous n'utilisez pas qui s'appelle Musical.ly. C'est les petits en fait. C'est pour les petits, je sais pas, voilà. Mais non, il y en a aussi des plus grands. Et donc vous dites. Moi ça m'étonne que tu le fasses pas. Hein. Et donc vous dites à nouveau que on est en plein dans le cœur de l'image, de la vidéo. Ils n'utilisent pas Facebook uniquement pour la famille, on retombe sur ce qu'on vient de dire juste avant. 22% des collégiens utilisent un adblocker. Et j'ai rigolé parce que Clara, ça l'a choquée. Elle me dit, mais je savais même pas que ça existait à mon époque. Non, mais moi, quand j'étais au collège, en 6ème, je me vois mal utiliser un adblocker.
Enfin, Bah, tu j'ai peux déjà découvert ça. avoir Facebook en Non, mais- 6ème. Non, mais déjà, moi, j'ai eu Facebook quand j'étais en 3ème, non, 4ème. Faut se dépêcher. Quand j'avais 13 ans, bon voilà. Et un adblocker, bah j'en ai mis un quand j'étais en première, seconde, première, quelque chose comme ça. Moi, j'en ai jamais mis. Donc voilà, donc on a bien ces changements. Et c'est même Iso a rajouté, c'est amusant, car leurs usages ne sont pas forcément les mêmes que pour les vieux de la génération Z. Ouais, c'est moi qui l'ai mis. Ah, c'est toi, excuse-moi. Par exemple, la discussion de groupe sur Instagram, on ne fait pas de même, on n'utilise pas par exemple Musical.ly. Ouais. Et moi j'en rajouterai un autre, par exemple, il y a un peu plus grand que les 10-13 ans, We Are It, où on ne trouve pas les autres ados dedans. Voilà, on a dépassé, mais malgré mon nombre de liens que je vous ai donné, malgré mon nombre de liens que j'avais donné, on a tenu facilement toutes nos 30 minutes. On vous dit à dans 15 jours pour d'autres thématiques et on récupérera les deux qui sont très petits à rajouter. Au revoir.